Bonjour, aujourd'hui nous recevrons Antoine Ozanam sur le plateau des BD Reporters, grand scénariste faisant partie du collectif L'Atelier des Marquis. Nous enchaînerons avec l'interview de Guinou qui viendra nous parler de sa revue Bernie. Bonjour Antoine. Bonjour. Par quel chemin êtes-vous passé pour en arriver à la BD ? Alors là, on va prendre 10 heures. En fait, au départ, moi, je voulais être dessinateur de BD parce que je pensais qu'il n'y avait qu'un seul métier en BD. Et donc, j'ai fait des études de BD, mais pas trop longtemps. En fait, je suis allé à Saint-Luc, Bruxelles, une année. Et j'ai appris à boire, puis je suis reparti. Et après, j'ai fait d'autres études dans le montage vidéo, notamment. Et voilà, puis j'ai mis longtemps à arriver à faire mon premier album. Et puis voilà. Entre Temujin, le journal d'Anne Frank et la revue Arg, il y a pas mal de différences entre ces trois projets. L'éclectisme fait partie de la recherche dans ton travail en général ? L'envie de m'amuser. Ouais. Et alors de ne pas se répéter, oui, mais vraiment de. Voilà. Si à un moment j'ai envie de faire une BD X ou Y, je me dis, bah tiens, je le fais. Et puis j'essaye quand même que ça soit intéressant. Mais le but du jeu est vraiment d'abord de s'amuser. Okay. C'est laquelle la dernière BD sur laquelle t'as taffé qui t'a vraiment plu ? Ah, qui m'a amusé. Ouais. Là, je viens de terminer hier matin. Donc, j'ai travaillé pendant le festival. Hier matin, j'ai terminé le tome 10 de Clos. Ouais. Et en fait, plus ça avance dans la numérotation, et plus je me marre tout seul comme un gros fou. On dit, ouais, dis donc, on va faire ça. Là, ça va surprendre le lecteur. Oh, c'est génial. Voilà. Désolé. Non, c'est cool. T'habites à Angoulême, du coup ? Depuis 7 ans, volontairement. Depuis 7 ans, volontairement. Personne te force à rester. Personne. Du coup, est-ce que c'est une ville clé pour taffer dans la BD ? Non, pas vraiment. En fait, le truc, c'est que par exemple, avant, j'étais donc dans le Nord. Ouais. Et je faisais des interventions scolaires, etc., etc. Enfin, je faisais plein de choses. Et quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait 200 auteurs qui étaient ici. Et donc, j'ai enlevé tout ce qui était vraiment para-BD. Donc, j'ai fait plus que du scénario parce que de toute façon, tout ce qui était intervention ou autre, je pouvais plus, à moins de marcher sur les copains. Mais enfin bon, c'est un peu bizarre. Et du coup, ça fait seulement 2 ans, on va dire, que je reprends des activités parallèles où je fais des interventions en prison, des trucs comme ça. Parce que Transmuraille, c'est ça ? Ouais. Le concours Transmuraille, on le fait à la prison. Après, il y a un concours complètement, pour toutes les prisons de France. Et c'est plutôt sympa. Enfin, c'est plutôt sympa. C'est riche d'apprentissage. Ouais. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler du projet Transmuraille ? Alors, c'est né il y a une toute petite dizaine d'années. Je crois qu'on en est à la 9e année. Le but du jeu est de faire participer des prisonniers pour un concours national. Donc, toutes les prisons de France peuvent le faire.
Évidemment, il y a une partie atelier en prison pour les faire travailler parce que évidemment ils savent pas forcément dessiner, ils savent pas forcément faire de la narration en bande dessinée, etc. Certains découvrent vraiment tout sur le tas. Donc c'est sur toutes les activités qu'on peut avoir en prison. Il y a plein de petites choses et puis donc la bande dessinée rentre là et je trouve ça super intéressant. Après, moi j'ai eu un groupe de 5 types parce que alors il y a la double peine. Les femmes sont peu en prison et donc les ateliers pour les femmes sont plus difficiles à monter. D'accord. Ça pourrait être mixte, mais généralement on me dit tu vas avoir une ou deux femmes et puis en fait non. Parce que les ateliers mixtes, si j'ai bien compris, c'est difficile, Ouais. etc., etc. Donc, donc voilà, pendant 10 demi-journées, je suis avec eux, on a un thème et on essaye. C'est assez long en fait. Hein, Ouais, c'est du lourd. Non, puis c'est vachement intéressant parce que évidemment, ils ont autant besoin de parler que de faire autre chose, donc de les sortir de prison, même s'ils restent dans les murs. Et donc, on parle de. Là, j'avais un type qui était cuisinier dans le civil, on va dire ça comme ça. On a parlé bouffe pendant la moitié du temps, c'était super agréable, quoi. Ah oui, l'atelier Marquis du coup. Tu fais partie de l'atelier Alors, Marquis. oui, parce que quand je suis arrivé ici, je travaillais chez moi, c'est plutôt pas mal. Ouais. L'avantage d'être dans une petite ville, c'est que, point de vue du loyer, etc., on peut se permettre d'avoir une pièce réservée Pour le à travail. une Ouais. activité. Donc, waouh, on y va. Mais bon, c'est chouette Angoulême, mais alors si on sort pas du tout de chez soi pendant toute la journée, Il y a l'hiver quoi. Ouais. voilà, il y a des moments un peu longs, et puis un jour, j'ai une copine à déménager ses affaires pour aller à l'atelier du Marquis. Ouais. Et j'ai découvert le Marquis. Donc en fait, l'atelier du Marquis, c'est l'ancien atelier sans eau. Et il y a quelqu'un qui a été là pendant tout le temps, historiquement. C'est Jean-Luc Loyer. Donc pour moi, c'est le Marquis. Ok, Voilà. d'accord. Et donc lui m'a dit, tiens, en fait, toi, tu vas t'installer là. Et moi, non, je viens juste poser l'ordinateur. Je fais, non, là. Ah, ok, d'accord, monsieur. Et donc, du coup, ça fait 3 ans que j'y suis. J'ai pas osé lui dire que je voulais pas. Et après, il m'a fait, en fait, tu payes ta cotise. Bah oui, évidemment. Non, mais je rigole, mais en fait, c'est un peu ça. Enfin, voilà. Et du coup, je travaille pas forcément plus vite parce que comme je suis un tout petit peu bavard, voilà. Puis pour un scénariste, travailler dans un atelier avec des gens qui font du bruit, c'est différent. Mais ouais, c'est super. En plus, c'est ce que j'avais dit à Jean-Luc. Moi, si j'arrive dans un atelier, c'est pour faire des choses ensemble. C'est pas juste pour partager un bout de table. Parce que c'est déjà pas mal, mais bon, voilà. Et du coup, on a monté une toute petite maison d'édition. On a fait notre premier bouquin là. On fera le 2 et le 3 dans l'année. C'est quoi le nom du premier bouquin du coup? Alors en fait, on a fait une exposition à la Cité de carnet de croquis d'auteurs. Donc on a pris 10 auteurs angoumoisins. Ouais. Et on a fait une sorte de catalogue d'expo en fait. Donc cool, ouais. voilà, et on a édité ça grâce à Magélis notamment. Et c'est super, on s'amuse. Et le bouquin en fait, pendant le festival, j'en ai donné à chaque directeur de collection que je connaissais. Et j'espère, comme ça a été déjà le cas pour certains, qu'ils vont avoir du taf grâce à ça, parce que c'est le but du jeu, c'est faire de la promotion d'abord d'Angoulême, du fait qu'il y ait 200 auteurs, je trouve ça génial. Et puis si tout le monde n'est pas reconnu forcément, donc si un directeur de collection feuillette et fait celui-là je le veux, etc., on a tout gagné quoi. Est-ce que tu peux nous parler du rapport que tu entretiens avec le dessinateur quand tu écris un... Alors ça dépend vraiment du dessinateur.
Alors, j'ai eu une très 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 mauvaise expérience au tout début. Ouais. C'est-à-dire que le premier bouquin que j'ai fait, je l'ai fait moi tout seul, mais avec un pote qui m'a un peu aidé, mais grosso modo c'était mon œuvre. Avec les dessins aussi. Avec les dessins aussi. Et juste après, je me suis dit je vais faire plus que du scénario parce que de toute façon, voilà. Le dessin, c'est chiant. J'ai lu c'est long. C'est bien que tu fasses du scénario. Voilà. Et je voulais faire plus que du scénario, mais je connaissais personne dans le métier. Et du coup, il y a un libraire qui m'a dit attends, il y a un dessinateur là qui veut un scénariste parce que voilà. Et en fait, on s'est dit oui, pas par affection ni par centre d'intérêt. On s'est dit oui parce qu'on voulait tous les deux faire de la BD. Ouais. Et ça s'est super mal passé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a failli se frapper et qu'on ne se parlait plus que par notre éditeur interposé. Et donc ça refroidit pas mal. C'est l'éditeur que vous frappiez Non, mais moi j'ai découvert des erreurs d'adaptation de mon scénario, le bouquin fini. Ok, d'accord. Et bah non, on n'a plus le temps, il faut imprimer. C'est sympa. Voilà. Donc du coup, je suis devenu encore plus bavard et j'ai besoin de sentir le bonhomme ou l'ana qui est juste là en disant ouais, on va travailler ensemble, ça va être super. Ouais, bah attends. T'as voté qui, toi, aux élections? Non, mais c'est un peu ça, quand même. Même si, après, j'ai travaillé avec des gens complètement différents. Mais de religions différentes, de centres d'intérêt différents, avec des gens que je n'ai vus qu'une ou deux fois parce qu'ils habitent au Brésil ou en Allemagne, etc. Donc c'est un peu bizarroïde. Souvent, la première rencontre se fait après le bouquin, donc on se parle, et on se voit pas, et tout, mais il faut qu'il y ait voilà, il faut qu'on parle de bouffe, il faut qu'on parle de musique, qu'on voit un peu si on a des choses à se dire en dehors. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, pour Temujin, c'est pas notre premier boulot avec Antoine Carian, et on n'aurait jamais pu faire ce bouquin dès le premier coup, quoi. Il fallait que je sache que je pouvais me reposer sur lui sur certains trucs et que lui pouvait se reposer sur moi. Et donc, c'est pour ça que c'est important le lien entre les deux. J'ai vécu d'autres expériences sous un autre pseudo avec des gens que je n'avais pas vus parce que c'était de la commande, donc je faisais tout le scénario d'un coup. Et bah voilà, dans ce cas-là, pourquoi pas faire autre chose, quoi. Je vais écrire de la pub, je vais m'en mettre un peu plus dans les poches et puis je vais devenir plus gros encore, puis voilà, quand même. Oui, parce qu'on reparle de la bouffe après. Bah, super. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été là. C'est cool. Tardivement, mais là. Non, t'inquiète. Et tout de suite, on va accueillir Orgen Körnier dit Guinou pour qui nous parle de sa revue Bernie et de son crowdfunding. Merci beaucoup.
Rebonjour, Organe Cornière dit Guinou nous fait le plaisir d'être sur le plateau aujourd'hui pour nous parler de sa revue Bernie. Alors, Organe Cornière, en ce moment le financement participatif est en cours sur le site Ulule. Racontez-nous un peu ce qu'est l'aventure Bernie. Alors du coup, le Bernie, en fait, c'est un collectif de copains. Mhm. Du coup, l'idée, c'était de réunir, de sortir un peu de l'esprit juste fanzine amateur fait entre copains juste chez nous, et de proposer un bouquin un peu plus pro, qui n'a pas à rougir devant des beaux bouquins qu'on peut voir en bibliothèque ou en librairie. Mais de base, c'est un projet entre potes. Voilà. Et puis du coup, on a lancé un crowdfunding pour pouvoir financer le truc. Et du coup, on va sortir 350 exemplaires. Couleurs avec une vingtaine d'auteurs différents et des nouvelles, des interviews de groupe et des petites BD rigolotes. Tu l'as lancé quand le crowdfunding? J'ai lancé début janvier. On a commencé 2018 dans la joie et l'argent. Du coup, il va durer combien de temps? 3 mois. Et on est déjà à 80%. Du coup, c'est grave cool. Du coup, on commence à évoluer, on continue à évoluer avec ça. Est-ce que c'est ton premier projet que tu essayes de lancer ou c'est un deuxième projet, troisième projet qui se finalise enfin? En BD, c'est le premier, mais c'est surtout pour le faire avec tous les autres copains qui dessinent, parce qu'on se retrouve depuis longtemps et on fait du dessin ensemble et de la BD à la maison, entre potes. Et du coup, non, en BD, c'est le premier. Et c'est pas le dernier parce qu'il y a déjà d'autres trucs qui sont en préparation. Et sinon, sinon il y a la musique aussi, des projets comme ça qui ont déjà évolué dans la musique. Du coup, en fait, l'idée c'est de sortir Bernie comme si on sortirait un CD indé. Donc un petit tirage et puis entre potes. Ok. Et du coup, tu dis entre potes, mais est-ce que t'as quand même 2-3 auteurs en plus qui sont pas spécialement des potes ou c'est vraiment ton entourage C'est entourage proche principalement et sinon c'est des copains croisés en festival, dans des soirées, des gens dont j'aime bien le boulot, en mode des gens que je connais moins, tu vois, genre il y a un auteur notamment qui est à l'ESI, l'école de l'image d'Angoulême, que je côtoie pas non plus beaucoup, tu vois, mais j'adore son boulot. Du coup je lui ai dit vas-y viens, ça colle avec l'ambiance rock, noir et blanc, un peu trash, ou les histoires un peu punk quoi. Ok. Ouais. Et du coup, en fait, là, va pas y avoir que des BD, il y aura aussi des nouvelles, ouais. des reportages photos. Il n'y a pas de reportage photo, il y a une interview d'un groupe, The Decline, qui est un groupe de rock de la scène française. Et sinon, il y a des strips humoristiques. Notamment, on a un auteur qui fait des strips à base de chaises. Ah, je connais pas, ça a l'air assez génie. Ouais, c'est hyper cool. Et il fait des... C'est de l'impro autour de chaises, quoi. Est-ce qu'on peut parler un peu plus en profondeur des chaises, ouais. Des chaises, ouais. En fait, je sais pas d'où ça lui est venu, mais en fait, c'est vraiment son sujet de prédilection. Un jour, il s'est assis, il s'est dit... je sais pas, faudrait que je lui pose la question, mais... je sais pas de... Voilà, c'est gros lapin. Ok, bon, en plus, son blaze est cool. Ouais, à fond. Bien. Ouais, c'est vachement chouette. Et puis sinon, il y a du coup une nouvelle d'un copain que j'ai croisé en festival qui écrit pour le cinéma, notamment, et qui parle. J'aime beaucoup ce projet-là parce que ça prend quand même beaucoup de place dans le bouquin. C'est un mec qui est assez vieux dans le futur, dans un futur assez proche, qui chope un chien parce que son chien, sa femme est décédée depuis longtemps, il est assez vieux, son chien aussi est décédé, et il chope un caniche qui a le pouvoir en fait d'aboyer devant des produits de consommation, genre il le trimballe au supermarché, et dès qu'il y a un truc qui est mal fabriqué ou qui est fabriqué, qui est un peu bizarre, et ben il aboie, et du coup le mec commence à se poser des questions sur sa consommation et se dit tiens mais ça c'est un produit bizarre et tout, faut pas que j'achète ça machin, et il se rend compte qu'en fait au-delà de ça il y a un complot presque mondial, mais j'en dis pas plus. D'accord. Et du coup, est-ce que tu es entouré Est-ce que tu fais un projet tout seul ou tu es entouré de 2-3 personnes qui t'aident quand même à faire le projet? C'est surtout ces personnes-là qui portent... Moi, c'est juste la face visible de l'iceberg.
là venir en parler et tout. Après il y a l'auteur avec qui je bosse énormément et qui en fait c'est toute une bande de copains, mais parmi les copains il y en a qui sont plus ou moins investis dans ce projet là, et notamment celui qui fait la couverture qui a pas pu venir parce qu'il bosse à fond sur sa BD là. Ouais. Et du coup et oui et et du coup il y a lui notamment, donc le Fluf. C'est celui qui a fait La couverture, ouais. La couverture, ouais. Et en fait, on avait besoin d'un maquettiste pour mettre en page un peu tout ça, parce que en fait, à la base, c'est un projet web. Et on n'avait pas. Enfin, pour mettre en page sur papier, c'est autre chose. Il faut mettre. C'est une autre formation. Il faut mettre en forme, ouais. Faut avoir. C'est pas comme choisir un design sur un site qu'on te propose en amont ou foutre 2-3 images. C'est vraiment aménager. Enfin, c'est des codes à part entière en fait que nous on n'avait pas en tant qu'illustrateur ou en tant qu'éditeur qui avance doucement dans ce monde-là. Et du coup, on a demandé on a rencontré par hasard une étudiante qui voulait proposer une maquette pour ses cours et qui avait pas de substance. Et du coup, moi, je lui ai proposé de faire le projet. Et en échange, elle peut avoir son diplôme grâce à ce projet-là. Donc tout le monde est gagnant et c'est vachement chouette, quoi. En fait, pour parler justement des projets étudiants, c'est vachement orienté sur plein de projets d'étudiants. Et Fond de Tiroir, c'est pour donner aussi pas mal de visibilité à des projets qui seraient restés au sein de l'école ou au sein de présentations à des examens ou des trucs comme ça. Alors que finalement, c'est des projets faits vachement bien. Enfin, pour pas mal d'auteurs, c'est ça. Après, sinon, parfois, c'est juste de la déconne et du dessin. Voilà, c'est... Et il y a quand même une ligne éditoriale, et du coup, faut faire des sélections aussi un peu, quoi. Et j'ai oublié de te demander, en fait, Bernie, c'est aussi un blog que tu tiens, c'est ça ? Ouais. En fait, en gros, c'est la version papier d'un blog que tu tenais depuis combien de temps ? Depuis 6 mois, en fait. Depuis 6 mois ? Ouais, en fait, c'est assez récent, mais de base, on voulait faire un bouquin qui s'appelle Les copains d'abord, qui réunissait plein de potes. Ouais. Et mis bout à bout, en fait, il y avait plein de projets différents, mais qui n'avaient pas forcément de cohérence. Et moi, force de traîner dans les concerts et d'écouter beaucoup de musique à droite à gauche, je me suis dit on va axer le truc autour de la musique, de l'esprit un peu rock, juste pour ce bouquin pour l'instant. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Après, des interviews, ça va tout style de musique. Et notamment dans les auteurs, il y en a pas mal qui font aussi de la zik, du rap aussi, notamment avec un projet qui s'appelle SDPT. SDPT ? SDPT, ouais. Ça consiste en quoi, SDPT ? C'est du rap. C'est du rap entre copains. Il y a ça, il y a le Zarathustra Show qui est un groupe de punk, et du coup Zarathustra Show. Tu l'écris comment ? Z-A-R-A-S-T-O-U. Non, Zarathustra T-R-O-U. Attends. Show comme le spectacle, bref. Et du coup, ça transpire un peu cet esprit-là. Et les copains d'abord, en fait, le projet qu'il y avait avant, il était moins orienté dans cette ligne-là, et du coup, c'était un projet beaucoup trop foutraque. Et en fait, j'ai voulu sortir ce bouquin-là. Pas le temps, pas assez d'ambition, pas d'argent, pas forcément prendre le risque de se lancer dans un Ulule et devoir tenir une campagne, comme ce qu'on fait maintenant. Et du coup, amener le... Donc ça s'est orienté sur un webzine, et puis je me suis dit quand j'aurai assez de matière pour un tout cohérent, donc chaque semaine je publiais pendant 6 mois une nouvelle, une BD d'un copain, une interview, et mis bout à bout en fait ça me paraissait cohérent, et du coup là c'est de dire ok, ça y est, on peut faire un truc papier qui a de la gueule et qui suinte la rock'n'roll, quoi. Pardon, c'est la Belgique. Non, c'est... Ok, en tout cas, merci d'avoir été là, Orgen. Merci à toi. C'est gentil, c'est cool. Et je rends l'antenne. Mais alors, moi j'ai une question quand même. Ouais. Est-ce que tu connais, parce que apparemment tu t'es un peu renseigné en amont, est-ce que tu connais l'identité de notre auteur dont je te parlais tout à l'heure, Gros Lapin ? Pas des masses, mais on peut en parler un peu plus. Ok. Il a de belles chevilles, je crois. Ouais, plutôt. Et il paraîtrait qui est pour quelque chose. Paf. Non, ok. Parce que t'as déjà vu Batman et Bruce Wayne dans la même pièce. Merci beaucoup. C'était les BD reporters. Puce. Petite surprise, une invitée mystère arrive sur le plateau. Elodie Gonçalves, c'est bien. Okay. Accompagnatrice de projets et d'édition BD, c'est ça ? Ouais. Chez Ulule, du coup ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton... Ouais.
Alors, je travaille donc chez Ulule, qui est une plateforme de financement participatif. Et moi, spécialement, j'accompagne tous les projets BD et édition qui passent chez nous. Donc, c'est-à-dire que je vais les accompagner dans la mise en page de leur campagne, etc. Je vais les accompagner durant la campagne pour bien les coacher sur la communication, etc. Et puis voilà, je fais pas mal d'événements, de festivals comme ça pour rencontrer des auteurs de BD, des porteurs de projets. Et j'essaie de les convaincre de venir chez Ulule. Ok. Là, il y a une conférence qui a été donnée ce matin du coup au Buveur d'encre, un café à Angoulême, sur les projets. Ça consistait en quoi en fait? Ouais. Alors on a organisé, c'était une petite conférence autour de la table. Il y avait donc Maliki, qui est un auteur de BD qui est très suivi en ligne, sur son blog, sur les réseaux sociaux, etc. Il a plus de 80 000 personnes sur sa page Facebook. Il y avait aussi Victor Vidu, qui est un dessinateur qui lance un projet de BD numérique et qui est actuellement en campagne sur Ulule. Et donc il y avait un représentant de l'équipe Bernie qui est un webzine qui sort, qui est actuellement en cours de campagne sur Ulule pour financer la version papier de leur webzine. Pardon. Est-ce que ça arrive souvent que des projets qui sont bien partis finissent finalement par pas être édités par faute de fin de Ouais, crowdfunding? alors en fait, Ulule fonctionne sur le système du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on est obligé d'atteindre l'objectif pour pouvoir collecter les fonds. On a un taux de succès qui est à 74%, donc qui est quand même pas mal élevé. Enfin, on a un taux de succès à 74% dans la BD, qui est assez élevé et qui fait que la plupart des projets dans la catégorie BD qui se lancent sur Ulule arrivent à bout. Et généralement, quand ils arrivent à bout généralement c'est même toujours, et ils arrivent à bout, ils arrivent à collecter les fonds, ils arrivent à réaliser leur projet et à envoyer les contreparties qu'ils ont promis. On a eu très très rarement des cas de projets qui avaient collecté les fonds et qui n'avaient jamais réalisé le projet. Je crois que c'est arrivé sur des cas très particuliers parce que le porteur de projet a rencontré X ou Y problème, et dans ces cas-là, il s'est arrangé directement avec ses contributeurs, et on parlait de projets qui étaient quand même relativement petits et voilà. Mais une campagne de financement participatif est un tel enjeu de communication, etc., que de toute façon, les gens qui arrivent à terme et qui réussissent leur campagne, ils prennent pas le risque après de partir avec les sous et de pas faire le projet, quoi, parce que en termes de communication, ça leur flinguerait tout leur boulot, quoi. Donc, Ok. Et sur le festival, du coup, est-ce que tu as eu le temps de voir des expos Alors, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. En fait, j'ai pas mal enchaîné des conférences. Hier, on avait une conférence avec Boulet et Maliki sur quel était le thème? C'était quel sera l'auteur de BD de demain? Donc, c'était vraiment... Et c'était où ça? C'était dans le Magic Mirror, donc dans l'espace pro du festival. Donc, c'était ville. vraiment destiné... Ouais, tout à fait, à l'hôtel de ville. C'était vraiment destiné aux auteurs, etc. Voilà. Donc, c'était assez intéressant aussi parce qu'il y avait Boulet qui est donc pareil comme Maliki, qui est vraiment un dinosaure du blog BD qui est très suivi, etc. Et c'était intéressant d'avoir son point de vue sur tous ces nouveaux systèmes un peu alternatifs comme Ulule, etc. On avait organisé un jeu concours avec Culture BD, qui est un de nos partenaires chez Ulule, pour organiser une rencontre privilégiée entre des fans, des lecteurs de Maliki et Maliki. Donc voilà, je suis un peu à droite à gauche, j'avais des rendez-vous avec des porteurs de projets qui sont passés chez nous et que je voulais voir à Angoulême. Et ce que je fais le plus quand même, c'est d'aller sur les stands, d'aller rencontrer des porteurs de projets, des auteurs, etc. et de voir ce qui se fait un peu de nouveau dans la BD, quoi. D'accord. Et toi, tu travailles à Paris ou Ouais, nos bureaux sont à Paris, donc Ok. on est Et situé à Paris. là, vous êtes une équipe qui est descendue juste spécialement Je suis pour toute ça? seule cette t'es année. toute seule? Ouais, Ok, je suis d'accord. toute seule du LUL parce qu'on n'a pas de stand, donc ça me permet quand même d'être à droite à gauche et de moins enchaîner les rendez-vous. Je pense que l'année prochaine, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. On envisage peut-être d'avoir un stand. On envisage déjà d'être à plusieurs pour moi, pouvoir faire des conférences et pour quelqu'un d'autre puisse prendre le relais sur d'autres choses. Donc voilà, mais on est encore une petite équipe chez LUL, donc c'est parfois compliqué
compliqué de partir à beaucoup sur des festivals, des choses comme ça. Mais ouais, l'année prochaine, on a envie de voir un peu plus grand. Et pour finir, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son crowdfunding, du coup son financement participatif, et qui a un projet mais qui ose pas se lancer? Ouais. Alors, mon conseil, ça serait de pas hésiter à nous contacter déjà, parce que on a vraiment une équipe d'accompagnement, dont moi, on est vraiment là pour donner des conseils, etc. Donc, faut pas hésiter. C'est hyper important d'essayer de créer une communauté autour de son projet, que ça soit en ligne, d'ouvrir une page Facebook, de faire venir du monde dessus, mais que ça soit aussi dans la vraie vie, en parlant autour de soi, en organisant des événements autour du projet, etc. De vraiment créer une communauté qui pourra vous suivre ensuite quand vous allez lancer le projet sur Ulule. Ce qui est hyper important aussi, c'est de faire une page qui soit qui soit attractive, qui soit jolie, avec des jolis visuels, peut-être une jolie présentation de vidéo, une vidéo de présentation, une page qui soit hyper attractive pour les visiteurs, et que d'arriver à les convaincre assez rapidement de passer à la contribution. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Elodie, d'avoir été présente pour la petite interview. Et moi, je fais des bisous à la caméra. Ciao, ciao.